tous, très heureuse de vous retrouver pour cette seconde partie de ce dernier numéro des hors-séries, d'ailleurs dans le monde consacré au terrorisme. Nous allons d'abord écouter les explications d'Elie Loussouko, puis je vous retrouve avec mes invités. Bonjour Fatim, bonjour aux invités et à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui on parle de terrorisme, un phénomène ancien devenu au XXIe siècle un problème majeur de sécurité, autant en Afrique, en Occident qu'au Moyen-Orient. L'humanité n'oubliera pas de sitôt la pire attaque terroriste des États-Unis survenue le 11 septembre 2001. À la manœuvre 19 terroristes pour un lourd bilan de près de 3000 morts et plus de 6300 blessés. Touchés en plein cœur, les États-Unis entament une traque sans merci contre les djihadistes. On parle d'un tournant dans la lutte contre le terrorisme au plan international. Le monde saura des mois plus tard qu'Al-Qaïda a investi 290 millions de francs CFA dans la préparation de l'attaque du 11 septembre 2001. L'argent n'a pas un problème pour la première puissance mondiale. Les États-Unis déploient 100 000 soldats en Afghanistan. Après 10 ans de traque, Osama Ben Laden est tué par les forces spéciales américaines au Pakistan le 2 mai 2011. Le 13 mars 2016, la Côte d'Ivoire subit la première attaque terroriste de son histoire. Dans la station balnéaire de Grand Bassam, des nationaux et des étrangers sont pris pour cible par des individus armés de Kalachnikov. Le bilan s'élève à 22 morts. Et récemment, l'attaque terroriste de Kafolo qui a fait 14 morts le 11 juin 2020. Nous sommes ici devant le monument aux morts, saluant la mémoire de tous les soldats tombés au front. Et à juste titre, le 2 juillet 2020, un hommage national a été rendu à tous les hommes en tenue qui ont péri lors de l'attaque de Kafolo. Pour assumer son rôle de locomotive dans la région subsaharienne, la Côte d'Ivoire, avec l'aide de la France, a lancé la construction de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme d'un coût de plus de 39 milliards de francs CFA. Depuis 2001, le terrorisme est l'une des plus graves menaces pour la paix, la sécurité et la stabilité du monde, ainsi que pour la jouissance des droits de l'homme et pour le développement économique et social de nos États. Toujours en présence du docteur Jean-Jacques Konadjé, spécialiste des questions internationales et en sciences politiques. Rebonjour. Rebonjour. Et de Valentin Bouguen, le journaliste, directeur de publication d'Émergence économique. Bonjour. Bonjour Fatim. Alors messieurs, la semaine dernière, on a parlé du terrorisme, on a tenté de définir ce terme générique. On va cette semaine s'intéresser exclusivement au terrorisme islamiste. Et forcément, le terrorisme islamiste, on retient un nom important, islam, qui a différentes mouvances. Et j'aimerais qu'on revienne sur les différents courants de l'islam qui seront donc impliqués dans cette lutte, dans ce terrorisme islamiste. L'islamisme aujourd'hui, c'est en fait une déviation de l'islam, l'islamisme radical. C'est une déviation de l'islam qui lui-même, comme vous le savez, c'est un courant qui n'est pas univoque. Hein. Il y a plusieurs courants, dans sous-courants qui traversent l'islam depuis des siècles. Vous avez le courant chiite. À l'intérieur même du courant chiite, vous avez des ramifications. À l'intérieur, vous avez le courant sunnite. À l'intérieur du courant sunnite amené par l'Arabie saoudite, vous avez également des sous-ramifications. Vous avez le wahhabisme, vous avez d'autres théories piétistes et autres. Alors, donc, c'est un enchevêtrement qu'il faut bien pouvoir démêler parce que sinon, on fait un amalgame entre l'islam, l'islamisme et le terrorisme. La particularité de l'islamisme aujourd'hui, c'est quoi? C'est que généralement, il découle de ce qu'on appelle l'islam politique. Alors, cet islamisme politique aussi a carrément deux grandes subdivisions au plan temporel, parce que dans les années 50, par là, il s'agissait plus, 50, 80, il s'agissait plutôt d'un islamisme avec des revendications de retour aux sources de l'islam et puis greffé sur des revendications nationalistes. Puis par la suite, après, donc, on est dans les années 90 et autres, on est plutôt dans la revendication d'être une alternative au modèle occidental. On est dans la logique plutôt d'un islam qui aimerait bien gérer la cité, parce que dans le premier groupe des 50-80, eh bien, il y avait des partis islamistes qui voulaient en fait gérer la cité, s'intégrer dans le jeu politique, alors que là, dans
la seconde vague, eh bien, on est dans le rejet du modèle occidental et dans le recours à l'islam comme la solution. L'islam est la solution, c'est généralement le credo de tous ces mouvements islamistes. Et aujourd'hui, ces mouvements se basent, en fait, cherchent à faire en sorte de créer non plus des partis islamistes, mais des États islamiques partout dans le monde. On appelle le terrorisme islamiste aussi terrorisme djihadiste. Et là encore, ça emprunte au mot djihad et ça décrit deux réalités totalement opposées. Le djihad qui est une valeur pieuse et puis le djihadisme qui est un appel à la violence. Comment l'expliquez-vous? Je dirais que le thème djihad a été galvaudé. Ça a été galvaudé parce que, étymologiquement, comme vous l'avez dit, c'est faire un effort sur soi. Ça, c'est le grand djihad, le djihad majeur. C'est un combat personnel à la base. Un combat personnel pour rester dans la droite ligne, pour être un bon pratiquant de l'islam. Et il y a aussi ce qu'on appelle le petit djihad, qui est une obligation morale et physique pour le musulman de protéger la Oumma, c'est-à-dire la communauté religieuse, même avec les armes. Mais en protégeant cette communauté religieuse, il faut aussi répandre l'islam. Ça, de façon originelle, c'est ce que veut dire le djihad, qui plus tard sera assimilé à une guerre sainte, et on a vu un peu ce que ça a pu donner. Mais pour revenir au contexte actuel, le djihad, tel qu'il est pensé aujourd'hui, remonte aux années 1928, avec les Frères musulmans, qui est une confrérie qui est née en Égypte par son fondateur Hassan al-Banna, qui a estimé qu'il fallait retourner à l'islam traditionnel, au califat d'origine, sur les ruines de l'Empire ottoman. Et chemin faisant, ce djihad a été théorisé par un penseur égyptien très connu, du nom de Saïd Qutb. Saïd Qutb qui a écrit quelques livres qui constituent aujourd'hui les références en termes de djihadisme international. Il a un livre qui s'intitule « Jalons sur les routes de l'islam » ou « L'islam au XXe siècle ». Il a théorisé le djihad contre l'Occident. Donc ça, c'est une première phase. Il y a une approche théorique du djihadisme contre l'Occident qui va germer à partir des années 70, c'est-à-dire à la fin des années 70, avec la révolution en Iran, où le Shah de l'Iran tombe, il y a l'ayatollah Khomeini y entre. Mais tout cela aussi s'articule autour de deux événements majeurs. Il y a la prise de la Mecque. Il y a le siège de la Mecque qui a lieu le 20 novembre 1979, où il y a 300 personnes qui tentent de prendre en otage les pèlerins. Et parallèlement, le 27 décembre 1979, la même année, il y a l'invasion de l'Afghanistan. Et quand on regarde ce contexte, ce djihad va essayer de prendre forme sous cette forme qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avec des personnes volontaires qui vont venir de partout du monde entier pour essayer de défendre l'Afghanistan. Et ces personnes-là vont bénéficier, comme je le disais tout à l'heure, du soutien des États-Unis d'Amérique. Et parmi ces figures de proue se trouve un Palestinien de nationalité américaine, Abdullah Azzam. Et c'est lui qui sera aujourd'hui, qui est considéré aujourd'hui comme le père du djihadisme qu'on entend. Donc, sur le modèle du terrorisme, le djihadisme aussi a connu plusieurs mutations. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle du djihadisme international, tel qu'il est perçu, tel qu'il est connu, tel qu'il a été la matrice de Al-Qaïda, de Daesh, c'est le djihadisme pensé par Saïd Qutb qui préconisait déjà un État islamique. Ben Laden a essayé de mettre en place cet État islamique, mais au moment de la création de Al-Qaïda, il a créé Al-Qaïda avec deux autres personnes, c'est-à-dire Ayman Azawari qui est égyptien, Abdullah Azzam qui est palestinien et lui-même saoudien. Donc il ne savait pas où trouver l'espace pour fonder l'État islamique. Donc cet État islamique qui a été théorisé par Saïd Qutb, conceptualisé par Ben Laden, a été mis en application par Abou Bakr al-Baghdadi en fait. Que s'est-il passé en Afghanistan en 1980 pour qu'on en arrive aux talibans en 1996?
Ce qui se passe, eh bien, c'est que sur place, les Afghans qui luttaient contre les Soviétiques, avec l'aide des Américains, après avoir chassé les Soviétiques, se disent, mais écoutez, mais les Américains aussi, c'est des envahisseurs, parce qu'il y a derrière des revendications d'ordre religieux, et surtout d'ordre nationaliste, indépendantiste. Ils se disent que jusqu'ici, notre pays a été occupé, eh bien, il faut qu'on puisse se battre pour le libérer de toute influence, pour pouvoir nous établir le type d'État que nous voulons, qui ne soit ni un État pro-soviétique, ni un État pro-américain. C'est ce qui se passe. Et donc, au fur et à mesure, les personnes qui étaient à la tête, que Washington a financées sans chercher à savoir qui c'était, parce que bon, ces personnes n'ont pas changé du jour au lendemain, ces personnes avaient leur idéologie en tête depuis toujours. Mais simplement, pour les Américains, c'était opportun eh bien, de pouvoir les financer pour chasser l'adversaire soviétique. Donc, une fois qu'ils les chassent, eh bien, les Afghans se retrouvent et se disent, bon, c'est le moment pour nous de créer le type d'État que nous voulons. Et donc, ils essaient de créer un État fondé donc, sur la loi islamique, avec la charia et autres. Et c'est ce qui fait, donc, ce qui provoque le basculement, puisque par la suite, ils s'en prennent donc aux intérêts occidentaux et les États-Unis sont obligés maintenant, à leur tour, de chercher à les combattre. Comment a évolué ce djihadisme ou même ce terrorisme islamiste dans le monde avant de venir en Afrique? Le cœur, le berceau, ça a toujours été l'Afghanistan, mais en 1989, c'est-à-dire, il faut dire, hein, Al-Qaïda est créé en 88. En 89, les Soviétiques se retirent, et lorsqu'ils se retirent, les Afghans se retrouvent sans État, parce qu'aux côtés de Moudjahidine, ont combattu des Arabes qui sont venus de partout. Et justement, l'une des raisons qui a fait que Ben Laden s'est retrouvé en Afghanistan, c'est parce qu'il partait pour organiser un peu tout ce qui arrivait de partout. Parce que la guerre en Afghanistan, ça a été une guerre des États-Unis contre les Russes, contre les Soviétiques. Mais les États-Unis ont mené une guerre par procuration, en se servant, je dirais, des Afghans. Donc, lorsque ça finit en 89, il y a un retour des combattants dans leur pays. Donc, il y a une transformation du centre d'influence. L'Afghanistan entre dans une guerre civile et on a un retour des combattants dans leur pays. Et du jour au lendemain, c'est l'Algérie qui va devenir, je dirais, le cœur du djihadisme mondial. L'Algérie avec le FIS, le Front islamique du salut, qui essaie d'entrer en politique, et le pouvoir algérien, voyant qu'il y a des possibilités pour le FIS de remporter les élections, annule les élections, et on entre dans une guerre civile en Algérie, d'où la création du GIA, le groupe islamique armé, qui va devenir plus tard le groupe salafiste pour la prédication du combat, en 1998, et puis bon, plus tard, en 2007, on en parlera, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Mais c'est toujours important de le dire, parce qu'on l'écrit très peu. Après l'Algérie, c'est le Soudan. Et le Soudan deviendra le cœur du terrorisme international. Pourquoi? Parce que les Afghans sont pourchassés, les têtes pensantes du terrorisme n'arrivent pas à rentrer chez eux, puisqu'ils sont déjà répertoriés. Et ça coïncide avec la révolution qui est faite au Soudan, où Omar el-Béchi prend le pouvoir avec un groupe d'islamistes, dont un certain Hassan al-Tourabi, qui devient, je dirais, le père, le maître à penser du djihadisme à cet instant-là. Et il va inviter, pendant 4 ans, des personnalités comme Ben Laden, des personnalités comme Ahmad Azawari, des personnalités comme Imad Moïne, dont on n'en parle pas, mais qui est le père, je dirais, le concepteur des attentats suicides simultanés. Pendant 4 ans, ces personnalités-là vont vivre au Soudan, ils vont recevoir de l'enseignement. Ben Laden, il va investir au Soudan. Et c'est à partir de 1996, lorsque Hassan al-Tourabi quitte le pouvoir, que ces personnalités-là vont retourner en Afghanistan. Donc, c'est-à-dire que l'Afrique, contrairement à ce qu'on dit, l'Afrique a été au cœur du développement du djihadisme, aussi bien au niveau de l'Algérie que du Soudan, parce que c'est à partir de là qu'on
on théorise tout ce qui est attentat, suicide et tout. Et en 1996, lorsque Ben Laden y retourne en Afghanistan, là-bas maintenant, ils vont commencer à lancer la fatwa à partir de 1998 contre les États-Unis. Cette fatwa qui avait été déjà lancée dans les années 89, mais plus précisément en 91, lorsqu'il y a eu l'invasion, l'Irak au Koweït. Il propose ses services à son pays refuse et il estime que les États-Unis sont venus souiller la Terre Sainte parce que l'Arabie Saoudite a été une base arrière de cette intervention-là. Donc voilà un peu de façon ramassée et je dirais concise comment évolue. C'est très instructif et en plus vraiment ça permet de faire le prolongement avec le 11 septembre puisque c'est la suite logique. Après l'attentat du 11 septembre, Al-Qaïda même tire les leçons de ce qui s'est passé parce qu'ils estiment qu'ils se sont attaqués aux États-Unis, qui est une superpuissance, qui a pu déstructurer le système. Donc, il y a un autre proche de Ben Laden qu'on appelle Abu Musab al-Souri, on l'appelle le Syrien, qui va se désolidariser un peu de Ben Laden et qui sera à l'origine d'une autre façon de faire le terrorisme. Et il est à l'origine des attentats de Madrid en 2004. En 2005, il est en prison et il écrit ce qui devient aujourd'hui la Bible du terrorisme. Il écrit « Appel à la résistance islamique ». Un livre de 1600 pages dans lequel il dit que désormais, le centre de l'attaque doit être l'Europe. Et désormais, au lieu de faire ce qu'on appelle le terrorisme spectacle, il préconise que ce soit des groupuscules. Il préconise désormais que l'endoctrinement se fasse de façon individuelle. Et il introduit pour la première fois les technologies de l'information et de la communication dans l'endoctrinement. Parce que, pour rappel, c'était le conseiller en communication de Ben Laden, donc il s'était plus ou moins frotté à ces questions-là. Et lorsqu'aujourd'hui on regarde comment Daesh a pu évoluer à travers les attentats, même quand on prend Charlie Hebdo, on a affaire à un terrorisme de race campagne, un terrorisme familial. Donc tout cela tire en fait ses origines de l'appel à la résistance islamique. Mais on a l'impression que les populations occidentales de culture judéo-chrétienne, à partir du 11 septembre, ont considéré l'islam comme une religion violente, voire terroriste. Est-ce que ça n'a pas finalement facilité, on va parler de la radicalisation et tous ces individus qui acceptent cette idéologie, est-ce que ça n'a pas finalement scindé notre monde en deux? Est-ce qu'il n'y a pas une bipolarisation qui est partie de ce fameux 11 septembre? Il y a cette bipolarisation qui est due aussi au fait que quand l'ennemi soviétique tombe, eh bien les États-Unis ont un autre ennemi qu'ils s'inventent, c'est donc l'axe du mal, c'est l'islamisme. Donc du coup, le monde islamique est considéré comme une cible qu'il faut abattre également au même titre que la cible soviétique. Et là, c'est là où on perçoit tout de suite les échecs en fait, de la lutte antiterroriste menée par les Occidentaux qui a favorisé l'amalgame entre l'islam et le terrorisme. Donc pour eux, puisque les organisateurs, les planificateurs des attentats des États-Unis, c'était des musulmans, eh bien l'islam est désormais la force à abattre. Et tout ceci est ancré donc naturellement dans les populations qui sont angoissées, qui ont peur, et qui aussi en Europe, partout, commencent à considérer donc les musulmans comme étant des personnes dangereuses qu'il faut éliminer. Donc il y a ça crée cette bipolarisation et ça crée directement une vision manichéenne du monde, où on a d'un côté les bons, qui seraient donc les occidentaux judéo-chrétiens, et puis de l'autre les méchants, qui seraient des islamistes terroristes. Vous dites que ce sont des préjugés, mais quelque part aussi, est-ce que l'idée d'une responsabilité exclusive, unique de l'islam en tant que religion et culture est infondée? Parce que la source vient de là. Non, mais il faut dire que, quoi qu'on dise, c'est une interprétation des textes. Et comme je le disais, ce sont des courants de pensée qui, au fil du temps, ont pu s'inscrire dans une dynamique politique. Ça, c'est très important. Ce sont des courants de pensée inscrits dans une dynamique politique. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, on ne peut pas, je dirais, dédouaner, je dirais, l'islam à 100%, parce que
la plupart de tous ceux qui partent, c'est au nom de l'islam qu'ils agissent. Mais c'est une mauvaise interprétation. Et là où je suis d'accord avec lui, c'est que le fait de faire l'amalgame, ou bien le fait de penser que être de religion ou bien de confession musulmane, c'est être un terroriste potentiel, ça, ce sont, je dirais, des préjugés qui ont été développés par une partie de l'intelligentsia, je dirais, américaine ou bien occidentale. Ça a été théorisé et il fallait forcément justifier un certain nombre d'initiatives qu'on avait voulu mener ou bien poser. Il y a un certain nombre d'actes qu'on avait voulu poser sur le plan des relations internationales. Il fallait justifier la guerre en Irak, il fallait justifier le bombardement en Afghanistan. Et par exemple, pour la guerre en Irak, on sait tous que c'est sur la base de mensonges. Les fameuses armes de destruction massive qu'on n'a jamais trouvées. Le docteur qu'on a dit tout à l'heure, eh bien, il y a un autre point aussi, il y a un point décisif dans la prospérité de cet amalgame qui a été fait au détriment des musulmans, c'est le fait que l'islam n'étant pas organisé en un clergé unique comme le catholicisme romain par exemple, eh bien il a manqué des voix porteuses à ce moment-là, des voix musulmanes porteuses pour pouvoir porter la contradiction et combattre de front les islamistes qui étaient en train de pervertir en fait l'islam. Et pour une raison très simple, pour des raisons d'ordre politique. Parce qu'eux aussi avaient été en face à leurs opinions publiques qui, d'une certaine façon, regardaient aussi tout ce qui se passait autour d'eux, les conflits et au Moyen-Orient, la solution des 2 poids, 2 mesures pour résoudre les conflits israélo-arabes. Et pour eux, donc, les terroristes islamistes, ils étaient comme des héros. Ils étaient comme des héros, ça il faut le dire. Donc les pouvoirs établis dans le monde musulman avaient du mal à combattre de front, à dire de front que non, nous ne sommes pas solidaires de cela. Et les grandes voix du monde islamique aussi ont manqué à l'appel pour pouvoir le faire. Et est-ce qu'aussi ce n'est pas une victoire finalement des terroristes, c'est d'avoir créé cet amalgame au sein des sociétés occidentales où finalement on a peur d'une guerre civile entre les musulmans et le peuple judéo-chrétien de l'Europe? On ne peut pas pour le moment parler de victoire parce que c'est une lutte continue dans le temps. Mais une chose est sûre, les terroristes ont réussi à changer notre mode de vie. Et si c'était leur objectif, cela, c'est que vraiment on peut parler de victoire. Mais je pense que quand on regarde un peu ce qui les motive, ce qui les anime, c'est la création d'un État islamique. Leur objectif, c'est ça. Ça avait commencé avec Al-Baghdadi et tout cela. Mais aujourd'hui, tous ceux qui s'inscrivent dans ce terrorisme djihadiste développé par Saïd Qutb, ils se disent, et Saïd Qutb, il a dit, ça peut durer des siècles. Le combat peut durer des siècles. Ça peut durer 1400 ans, 2000. L'objectif, c'est qu'on puisse islamiser le monde entier. Donc, si on se réfère à cette dynamique-là, on se dit que peut-être qu'ils ne sont pas sur la voie, ils tentent toujours, mais face à eux, on a aussi un monde qui s'adapte à cette nouvelle donne géopolitique et puis essaie de faire le nécessaire pour qu'on puisse freiner ce qui se passe aujourd'hui. Parler du Sahel tout à l'heure, pour qu'on comprenne en fait cette pénétration du terrorisme islamiste en Afrique subsaharienne. Expliquez-nous rapidement comment en est-on venu là, dans cette zone sahélo-sahélienne, qui finalement est invivable, impraticable. À qui la faute? Aujourd'hui, ce qui se passe au Sahel ne date pas de maintenant. C'est-à-dire, dans la dynamique actuelle, on a eu des conflits qui ont été d'abord des conflits identitaires. Des conflits identitaires. Après, il y a eu des questions d'autonomie. On parle par exemple des Touaregs qui, depuis longtemps, ont souhaité avoir leur autonomie, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, ont toujours voulu avoir leur autonomie. Donc, ça fait l'objet de crises, de conflits communautaires dans différents pays. Mais progressivement, ce qui va venir, je dirais, mettre le feu à la poudre,
c'est la crise en Libye. La crise en Libye va être le point tournant de la détérioration de la situation dans la zone saharienne. Pourquoi? Parce que tant que Kadhafi était au pouvoir, il avait une façon de contrôler la zone et il avait des armées qui étaient composées de certaines ethnies originaires de ces zones-là. Du jour au lendemain, Kadhafi y tombe et toutes ces populations-là convergent vers le sud, s'installent dans le nord du Mali, un peu partout, avec des armes. Et ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de s'installer, mais l'État de ces pays en question n'a pas pu être à la hauteur d'une solution pour pouvoir intégrer ces personnes-là dans le dispositif de leur pays. Donc, l'absence de l'État, là on ne parle pas de faillite d'État, mais l'absence de l'État a été l'un des éléments déclencheurs. À cela, quand on ajoute la disponibilité des armes légères et de petit calibre, pour la précision, on a environ près de 10 millions d'armes et de petits calibres qui circulent dans la sous-région, il va sans dire que ça va nourrir des appétits. Et comme Al-Qaïda au Maghreb islamique était installé depuis 2007 et qu'ils avaient besoin d'étendre, je dirais, leur puissance, ils ont facilement contacté les autres groupes. Parce que comme vous voyez, après, tous ces autres groupes-là seront, je dirais, affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique. On a quand même l'impression, vous parlez de la Libye, vous nous parlez de l'Irak, qui ont finalement, dont ces pays sont victimes quelque part de l'aide, c'est antinomique, mais de l'aide occidentale. Est-ce que les Américains, les Européens sont des pompiers pyromanes? C'est le cas de le dire. C'est-à-dire que de même que les Américains, les Occidentaux et les Américains en particulier ont été à l'origine de la grande expansion donc, du talibanisme, eh bien, de la même façon, les Occidentaux sont également à l'origine de l'expansion du djihadisme actuel en Afrique. Pour la simple raison qu'ils arrivent en Libye pour un argument farfelu, parce qu'on n'a pas besoin, parce que tel système ne leur plaît pas, eh bien on assassine Kadhafi, puis on crée la poudrière. Et du coup, la Libye est devenue aujourd'hui pratiquement la base arrière. C'est un camp d'entraînement à ciel ouvert pour tous les mouvements qui viennent s'y abriter. Et ceci vient s'ajouter à la complexité des phénomènes de la région. Vous savez que ce qui fait prospérer le djihadisme en Afrique subsaharienne, c'est qu'il ne s'installe pas n'importe où. Il s'installe dans la bande sahélo-sahélienne. Et puisque les Algériens ont su, malgré les colibés occidentaux et autres, ont su réduire les combattants djihadistes algériens à leur plus simple expression, eh bien, la porte de sortie, c'était le nord du Mali. Et lorsqu'ils vont au nord du Mali, ils y trouvent donc des populations qui sont plus ou moins abandonnées par l'État, qui n'a pas les moyens de contrôler cette région. Et donc, ils viennent prospérer dans une région qui est elle-même une région à problème. Parce que quand on parle du Sahara, du Sahel, c'est quand même une bande qui regroupe pratiquement 2 500 000 kilomètres carrés de superficie. C'est-à-dire que c'est pratiquement la mer Méditerranée. Alors, dans cette bande, vous avez le Sahara qui est en contact avec le nord de l'Afrique et donc la partie sud de la Méditerranée qui est une grande zone de trafic international. Vous avez donc le Sahara qui est également en contact avec sa partie de l'Égypte, avec le monde moyen-oriental, avec le plateau du Sinaï qui est, comme vous le savez, proche d'Israël et de ce gros monde de tensions. Et puis vous avez la partie sud avec des pays comme le Mali, le Burkina, le Niger, qui sont des pays déjà en grosses difficultés économiques et donc qui n'ont pas des pays où l'État n'a pas les moyens donc, d'administrer sa puissance étatique dans ces pays-là. Donc les populations se retrouvent donc en proie à des personnes qui arrivent et vu donc cette zone déjà potentiellement conflictuelle, eh bien la zone a favorisé plusieurs trafics. Sous le couvert aujourd'hui de l'islamisme et du djihadisme, en réalité, ce n'est pas le combat pour le retour de l'islam ou quoi que ce soit. Sous le couvert de ces mouvements prospèrent beaucoup de grands bandits. Ce sont des délinquants, c'est des trafiquants de drogue, de stupéfiants, c'est des trafiquants, c'est des trafics d'êtres humains, puisque ce sont des zones de grande migration. C'est par là également les routes de la migration vers la Méditerranée, vers l'Europe. Et puis ce sont des zones de grands trafics
et de voitures, d'essence, des trafics divers. Vous avez des zones saharo-sahéliennes, vous avez donc des zones avec des pistes d'atterrissage qui reçoivent directement des avions qui viennent des narcotrafiquants. Et aujourd'hui, la situation est telle que ce n'est plus seulement le Sahel, le Sahara. Il faut craindre parce que de plus en plus, ces groupes cherchent donc des accès vers la mer. Et donc, vous avez de plus en plus une descente de ces groupes jusque vers le Nigeria et aujourd'hui jusqu'au Mozambique. Le Mozambique, aujourd'hui, à l'Afrique australe, est totalement en proie à ces groupes islamistes qui se sont même emparés d'un poste stratégique pour le gaz que le Mozambique est en train de vouloir exploiter pour devenir vraiment, on le dit partout, comme le Qatar de l'Afrique. Alors donc, c'est une situation où s'enchevêtrent beaucoup de problèmes, des problèmes de faillite, d'absence de l'État, comme on le voit au Mali, et en tout cas au Mali, Niger, Burkina, qui est devenu le grand triangle islamiste aujourd'hui, d'où partent toutes les velléités de conquête islamiste, djihadiste en fait de l'Afrique, sous couvert de l'islam, mais en réalité d'accaparement des ressources. Des ressources, c'est la lutte pour la survie, c'est de la lutte pour les ressources qu'il s'agit. Aujourd'hui, l'un des facteurs qui alimente le plus ces conflits-là, c'est l'exploitation aurifère artisanale. L'or, aujourd'hui, au Mali et au Burkina, notamment, c'est pratiquement un gros affluent pour les économies nationales de ces pays. Et les rapports vous disent que la moitié de l'exploitation de cet or-là est aux mains dans des groupes qui ne sont pas contrôlés. Donc, il y a vraiment danger en la demeure. Et il faut que les Africains soient en mesure de lire ces enjeux-là, pas seulement en termes de lutte djihadiste, mais également en termes de lutte de prédation. Monsieur, merci infiniment pour toutes ces explications, toutes ces précisions, à la fois aussi pertinentes qu'intéressantes. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était le dernier numéro des hors-séries d'ailleurs dans le monde. Merci vraiment de votre fidélité. On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison, de nouveaux thèmes dont on débattra tout au long de l'année. Merci à vous tous et à très bientôt sur RTI 1 et Radio Côte d'Ivoire.